Bienvenue sur le plateau du premier numéro de Touche pas à mon trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. On y parlera bourse, on y parlera trade, on y parlera entrée, sortie, support, résistance. Et on y parlera concrètement de trading, de réussite, de gadin, de conviction, d'échec, de psychologie des marchés. Bref, tout ce qu'on aime dans la bourse en compagnie de nos 4 invités que je vais vous présenter maintenant. Alors on va commencer par... à ma gauche, une carrière de 40 ans en finance. Il est pionnier de l'analyse technique en France avec la création du premier site internet sur l'analyse technique en 1999. Des anecdotes, des détails croustillants sur les marchés financiers. Il faut savoir qu'en vous donnant la parole, on n'est pas sûr de la reprendre, surtout quand il s'agit de votre passion pour la finance ou des fines analyses que vous publiez dans la lettre qui porte votre nom. Vous serez notre mémoire à tous, notre sage, notre maître capillot de la finance. J'ai nommé Olivier Angers. On l'applaudit. Merci. Presque 20 ans d'analyse technique, travaillant pour les plus grands cabinets indépendants et pour le compte des plus grandes institutions financières de la place. Spécialiste des varants et des certificats, son expertise boursière n'a d'égal que son goût immodéré pour les lettres, pour la langue française. Auteur de poèmes et de chansons à ses heures perdues. Pince sans rire de la bourse, il sera notre gentleman de la finance, Marc Daguerre. Bonjour tout le monde. À la tête d'une fintech de la finance dont les performances dans la gestion d'actifs ont damé le pion de tous les asset managers de la planète en 2017. Et il est aussi fondateur, associé et dirigeant du premier site boursier indépendant qu'il a commencé dans sa chambre de bonne il y a 20 ans déjà. Un pur passionné de la bourse, un analyste technique et macro à succès, un créateur à 1000 idées à la minute, un multi-entrepreneur, un multi-président. Il sera notre président du trading, Franck Morel. Enfin, 36 ans de trading, un des premiers spécialistes des produits dérivés dès 87, a commencé la finance en 83, connaissant quasiment tous les dirigeants des plus grosses salles de marché en France. Il a formé dans l'institut qu'il a créé et qui porte le nom d'un des chevaliers de la table ronde, des brouettés d'opérateurs depuis le temps où on les appelait des cambistes. Il comprend tout ce que l'on ne comprend pas et continue d'apprendre tous les jours. Dans sa quête du Saint Graal du trading, il est capable de donner en préouverture les points hauts ou bas en intraday de ses indices fétiches. Il sera notre Jim Phelps de la finance, notre 007 de la bourse, Jean-Louis Cussac. Alors comme on est là pour parler trading, pour parler bourse, je vous propose que l'on discute ensemble de quelques titres qui ont fait l'actualité et qui ont pu contribuer à la hausse ou à la baisse des marchés, faire bouger les marchés dans un sens ou dans un autre, avec de la réussite, parfois des échecs. On va voir tout ça ensemble. Alors, je pense tout d'abord à une techno française qui est tout à fait une techno maintenant et qui est devenue plutôt un dinosaure depuis qu'elle est entrée dans la cour des grands, Iliad. On va faire apparaître le graphique sur nos écrans derrière. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. Alors, Iliad a le vent en poupe en ce moment, des résultats plébiscités, 25% de hausse depuis le mois de mars. Tout réussi à Xavier Niel depuis, et surtout, quand il fait son mea culpa, il a dit que son offre commerciale devait être resimplifiée, qu'elle était trop complexe à ses yeux. C'est vrai qu'avant, tout était à 9,99 € chez Iliad, 3 fois moins cher que les concurrents. Et peut-être que la complexité dont il parle, c'est le fait d'avoir dû augmenter ses prix, comme tout le monde, sur le marché. Et certains d'entre vous n'adhèrent pas forcément au discours. Pourtant, c'est le grand gourou de la finance française, des technologies. Franck, vous n'achetez pas le discours d'Iliad et de son dirigeant en ce moment. Non, mais en fait, déjà, les télécoms, par principe, on n'aime pas. On n'aime pas parce que ce sont des boîtes qui sont surendettées. On a une révision à la baisse en permanence du chiffre d'affaires, des marges. On a un risque de disruption massive. On voit que Google, Facebook envisagent de lancer des satellites et un jour offriront Internet à tout le monde, histoire de savoir où on se situe en temps réel. Donc, ce sont des sociétés qui versent, ce n'est pas le cas d'Iliad, mais qui versent beaucoup de rendements, beaucoup de dividendes, plutôt que de faire de la R&D. Donc déjà, par principe, on n'aime pas le secteur des télécoms. Iliad a subi depuis un an une forte baisse de son cours. Elle a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc là, le rebond a surtout lieu parce qu'ils ont fait des cessions, ils ont vendu leurs antennes à Cellnex, société espagnole qui est en train de racheter toutes les antennes des opérateurs.
Donc le tout pour se désendetter. Donc ils ont surtout identifié, je pense qu'il fallait effectivement réduire la dette. Et voilà, donc non, on n'aime pas les télécoms, on n'aime pas beaucoup plus Iliad. Ça peut rebondir sur les 130 parce que le news flow est positif. Ils ont aussi un plan, présenté leur plan stratégique Odyssée. Est-ce que c'est pas un exemple, pardonnez-moi, est-ce que c'est pas un exemple d'une entreprise qui est portée par la force de persuasion de son dirigeant? Est-ce que Xavier Niel n'est pas le Steve Jobs français qui, parce qu'il est assez présent, parce qu'il est assez charismatique, va réussir à soutenir le cours de bourse malgré un environnement qui n'est pas forcément c'est une société qui se développe fortement, qui gagne de l'argent quand même. Donc c'est pas de la flûte. Donc c'est pas que de l'enrobage. Hein. Non, c'est une super success story et on n'aime pas le secteur, mais c'est clairement une des rares réussites françaises de ces 10 dernières années. Quoi. Alors je vais poser la question autrement. Est-ce que sans Xavier Niel, on aurait le soutien du marché? Est-ce qu'il n'est pas là aussi pour apporter de la confiance? Moi je dirais qu'il est plutôt... le cours subit plutôt le tourbillon de Xavier Niel que l'inverse, même si il s'est assagi. Est-ce que quelqu'un d'autre a ajouté quelque chose sur Iliad? Sur Iliad, moi d'un point de vue technique, ce que je vois, c'est qu'elle a fait sur la vente des antennes, elle a fait un gap à la hausse, au-dessus de 98. Donc 98, l'entrée de gap, a priori, va me montrer un support, qui a priori, il ne faut pas le casser. Bon, là où je partage l'avis de Franck, c'est que tout le secteur télécom, je ne suis pas un grand enthousiaste. Bon, ceci étant, graphiquement, je la vois éventuellement partir sur 115. Si ça franchit 115, peut-être 130 max. Et en cas de tempête boursière, les télécoms n'agissent pas comme un secteur défensif où finalement les fondamentaux ne sont pas très reluisants, mais on arrive quand même à attirer du flux d'investisseurs parce que comme il y a du rendement, comme il y a du dividende. C'est perçu comme tel. Sur Orange, en fait, c'est vrai qu'il y a un fort rendement, pas forcément sur les autres. Et puis en plus, il y a une obligation, entre guillemets, d'avoir du rendement pour l'État notamment. Maintenant, Iliad a quand même énormément sous-performé le CAC 40 en janvier, février, mars. Son démarrage est récent. C'est au moment où le marché, d'ailleurs, dans son ensemble, butait sur des résistances. Certainement que le flux s'est amélioré, le news flow, mais en même temps, c'est une période où certains acteurs du marché viennent chercher des valeurs quand même de qualité, qui offrent des possibilités un peu plus spéculatives que d'autres, et parce qu'il faut de mieux. C'est-à-dire qu'il faut peut-être se dire, LVMH c'est bien beau, mais elle est très chère. Bon, Iliad, après tout, pourquoi pas en acheter? Elle est très en retard par rapport au CAC 40, et je pense qu'une grosse partie de la hausse a été réalisée grâce à des achats que souvent on appelle à bon compte, par rapport à un environnement qui s'était fortement valorisé. Techniquement, elle a déclenché un signal d'achat clair et net. Elle est en situation d'achat technique. Moi, ce que je regarde souvent, c'est le prix, le prix. La légitimité du prix est quelque chose d'indiscutable et c'est en analysant son comportement, sa tendance, qu'on arrive à prendre des décisions justement qui ne sont pas influencées par des données fondamentales qu'on ne connaît pas toujours parfaitement, parce que même là-dessus, les analystes fondamentaux ne sont pas tous d'accord. Il n'y a pas forcément un consensus. Alors vous parliez de points techniques, etc. Mais il y a aussi, j'ai un exemple assez intéressant cette fois sur Aéroport de Paris, où on a une news qui tombe. Le Conseil constitutionnel valide l'initiative des députés sur l'organisation d'un référendum d'initiative populaire pour dire oui ou non si on autorise Aéroport de Paris à être privatisé. Et cette news qui est assez improbable, puisqu'il va falloir réunir 4,5 millions de signatures sur 9 mois, 10% du corps électoral français, c'est quand même une grosse démarche qui ne va pas être facile à entreprendre. Et l'action sur la news perd 15%. Est-ce que c'est la news ou est-ce qu'il y avait aussi une configuration technique qui était un peu fragile? Parce qu'on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une catastrophe de savoir qu'il y a une probabilité infime qu'un référendum d'initiative populaire soit organisé? Quelqu'un a un avis là-dessus? Marc? Alors pour revenir rapidement sur Iliad, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit globalement. Fondamentalement, je suis d'accord avec ce que Franck a dit. Je pense effectivement que les télécoms, ce n'est pas un secteur
sur lequel on a une très très grosse confiance. Je suis aussi d'accord sur le signal technique, mais moi je verrais plutôt un rebond technique intermédiaire, peut-être avec des objectifs un peu plus haussiers que ce qu'ont dit mes confrères. Je peux l'avoir monté à 138 sans que ça me perturbe complètement vu d'où elle vient. Orange, graphiquement, enfin, je pense qu'on le sait tous, hein, ça fait depuis, c'est RNJ, donc dans un canal depuis des années, ça fait vraiment strictement rien. Donc ça peut être défensif, mais à court terme. Et Aéroport de Paris alors Aéroport de Paris, puisqu'on parle des télécoms, moi j'aimerais aussi juste rajouter que cet été, ils vont devoir tous se positionner sur les enchères sur la 5G. Ah oui, et que c'est 6,5 milliards en Italie que les télécoms italiens ont dû payer. Donc les marges baissent. Donc oui, peut-être on rebondit, mais à mon avis, c'est plus les points de short qu'il faut regarder. Très bien. Que miser sur le grand retournement des télécoms. On peut parler d'ADP maintenant. ADP, alors signal technique ou c'est la news qui fait baisser moi, ce que je voulais dire, c'est que l'action de 15%. Pour revenir à votre question, moi on est beaucoup ici à pratiquer l'analyse technique, je pense qu'il faut essayer parfois de la décorréler. C'est-à-dire qu'il y a des visions techniques qui sont très baissières, et après, forcément, quand on a un graphique qui baisse énormément, il y a du fonda à côté. Mais nous, notre objectif... Fondamental, oui. Du fondamental. Du fondamental. Mais l'objectif, c'est justement d'essayer de se détacher au maximum de l'idée fondamentale pour avoir un biais technique le plus propre possible. Et moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des visions techniques assez fortement baissières, et puis d'avoir, je ne sais pas, un profit warning 2 jours après sans qu'on l'ait vraiment su. De savoir si c'est la poule ou l'œuf qui arrive en premier, c'est plus vraiment la question aujourd'hui pour nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on regarde nos graphiques et qu'en voyant nos graphiques, on a des signaux qui sont forts, et ces signaux forts, après, peuvent forcément venir être appuyés par des news fondamentales qui vont aller dans le sens du technique. D'accord. Alors, Franck, vous l'aviez anticipé, ça? Vous aviez acheté un put la semaine dernière? On était short sur ADP avant l'annonce, mais je ne vais pas vous mentir, hein, on n'avait pas prévu que ça allait arriver. Vous n'avez pas des contacts au Conseil constitutionnel? Après, nous, on n'est pas des non, pas encore. On n'est pas des ayatollahs de l'analyse technique où toute l'information serait dans les cours. Et non, pas du tout. À Aéroport de Paris, on est short parce que on était short parce qu'on était sur des points hauts, certes, mais aussi parce que la société se paye 5 fois, on va l'entreprise 5 fois son chiffre d'affaires. On est sur des multiples de 25 fois le résultat, avec là encore des perspectives revues à la baisse, un business mature. Alors certes, ça paye du dividende. Et on peut d'ailleurs quand même se poser la question de pourquoi est-ce que l'État voudrait se désengager d'ADP alors qu'il touche chaque année ses dividendes. C'est franchement légitime quand on est actionnaire de cette boîte-là. On va avoir quand même du mal à retrouver une situation monopolistique et engranger chaque année des dividendes dans ces proportions. Donc, pourquoi vendre ces actions ADP? Après, dans une logique, quand on est un investisseur, et l'État a plus de 50%, ils auraient pu aussi juste passer sous les 50%, histoire de donner un signal au marché. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est les investisseurs. Une baisse de 15% est-elle justifiée par le simple fait qu'il y a une probabilité, mais le risque, quel risque? Un risque que l'État se maintienne. Qu'il n'y ait pas de privatisation. Actionnaire de l'Aéroport de Paris. N'est-ce pas rassurant d'avoir l'État français actionnaire d'une société pour la continuité de la stratégie? Si on regarde toutes les sociétés françaises dans lesquelles l'État est actionnaire, c'est une catastrophe systématique. Hein. Donc ça contribue aussi au fait que les Français n'aiment pas la bourse en général. Ou alors les investisseurs internationaux n'aiment pas forcément que l'État français soit actionnaire d'une société. C'est systématiquement signé. Un signe. Jean-Louis? En fait, le marché a été surpris parce que avant que le titre ne décroche, il s'est certes stoppé dans sa progression, mais il ne donnait pas encore un signal technique de vente. En effet, tout n'est pas écrit dans les prix, mais en même temps, sur des dossiers sensibles comme ça, on peut penser que certaines personnes pourraient anticiper, avoir des bruits, sans parler d'un délit, mais de jouer des fortes probabilités qu'il y ait en effet un pépin quelque part et que les choses ne puissent pas être entendues entre gens de bonne compagnie et que personne vienne se mêler de leur business. Là, ce n'est pas le cas. Donc, oui, il y a eu une surprise sur ADP, ça c'est évident. Sinon, on n'aurait pas eu une réaction aussi violente. Le marché n'aime pas les surprises. Disons qu'il y a un gap down là, qui est, on le voit, il est colossal, hein, il est considérable. Et voilà, c'est juste un ajustement parce que le marché se dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, la situation private, pas private, c'est reporté d'1 an.
Donc au minimum. Oui, incertitude, au minimum. donc le marché n'aime pas. Donc incertitude, j'aime pas ça. Donc voilà, donc ça s'est ajusté. Bon, maintenant ça va se stabiliser dans ces non, eaux-là. mais quand on regarde le graphique, on a l'impression que l'action vient de perdre 40% de sa valeur. Je rappelle quand même que la volatilité sur ADP est super faible et là, le titre a perdu 15%. Oui, mais 15% c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup pour ADP, mais oui. Ça arrive tous les jours à l'ouverture qu'un titre... Enfin, c'est des variations qui sont finalement relativement communes, quoi. Très bien. Je vois que vous portez des lunettes, vous aussi. Vous devez connaître Essilor Luxottica, le numéro 1 mondial. Alors, Marc des ne lunettes. connaît pas. Moi, Vous ne connaissez pas, Marc? Bah non, j'ai pas de lunettes, et toi, et vous non plus, donc Alors, je suis ravi de c'est l'apprendre. assez intéressant parce que le numéro 1 mondial, hein, qui s'est constitué en novembre dernier par la fusion entre Essilor, un champion français hein, des verres optiques, et Luxottica, qui est champion des montures, ensemble, il y a une logique industrielle qui est assez intéressante. Mais les investisseurs n'étaient toujours pas très chauds à l'idée d'investir sur cette boîte. On va voir le graphique. Voilà, Essilor. Alors, malgré des bons résultats, 4,2 milliards de facturation au premier trimestre, plus 7,5% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez bon. Les investisseurs n'étaient pas sur le titre. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. C'est-à-dire, qui est patron de la boîte? On a 2 actionnaires de référence, 2 grosses boîtes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et puis si, finalement, le 13 mai, L'Amour a repris ses droits et ils se sont mis d'accord. Et là, le titre a rebondi. Alors, Marc Daguerre, vous avez peut-être des origines italiennes. Vous aviez ressenti le... Est-ce que vous êtes positionné la semaine dernière sur un call, hein, c'est ça? C'est parce que je ne connais pas les lunettes que finalement j'ai eu un coup de bol. Oui. Oui. Alors on s'est positionné sur un call parce qu'on avait un support technique très très fort et on l'attendait de revenir à peu près dans cette zone de prix en se disant ce qu'on fait très souvent en termes techniques, c'est-à-dire qu'on a un money management intéressant avec un bon risk-reward puisqu'on est proche d'un très fort support. Donc si le support cède, on le saura rapidement. En revanche, si jamais il tient, on a un potentiel de rebond qui est quand même conséquent. Donc effectivement, on s'est positionné via un turbo sur la valeur quand on a testé le support et on a pris je pense qu'on a pris un bon 70-80% sur le turbo. Maintenant, aujourd'hui, de savoir où est-ce que ça en est, on a plutôt l'impression que c'est une trêve plutôt qu'un véritable armistice qu'ils ont conclu pour l'instant. Ils ont abandonné un certain nombre de procédures quand même. Oui, mais c'était allé très très loin. Oui, ils ont donné plus de responsabilités aux dirigeants des deux côtés, mais je ne suis pas encore certain que ce soit suffisamment pérenne pour envisager une reprise haussière de plus long terme. Alors, je suis allé regarder sur le graphique, on le voit peut-être sur l'écran. C'est drôle parce que depuis 2015, finalement, en achetant à 100 et en vendant à 120, on aurait pu faire 5 fois la culbute. C'est ça. C'est assez drôle, hein. On a un canal, quoi qu'il arrive. Avec le dividende aussi, en plus. Avec en plus le dividende, c'est quand même assez étonnant. Est-ce qu'il y a des configurations comme ça que vous retrouvez régulièrement? C'est ce qu'on a joué. Il y a des graphiques comme ça qui sont ce qu'on appelle dans des boîtes, avec une borne de support très forte et une borne de résistance forte. Parfois, elles sont horizontales, comme c'est le cas là sur Essilor. Parfois, elles sont dans un canal. Si vous regardez le graphique d'Orange, vous avez à peu près 2 bornes comme ça, où dès qu'on arrive en haut, on repart vers la borne du bas, et ça fait depuis des années que ça dure. Donc oui, ça fait partie on va dire des configurations qu'on a dans un stock picking qui sont intéressantes. Alors moi, je voudrais enchaîner sur... merci beaucoup, Marc. Je voudrais enchaîner sur Arcelor, parce que Arcelor a publié ses résultats la semaine dernière, pardon, et aucun d'entre vous ne s'est positionné dessus. Alors c'est quand même assez intéressant parce que la configuration graphique aussi nous révèle un certain nombre de choses. C'est-à-dire que donc les résultats ont été mauvais, 15% de moins sur le résultat d'exploitation, c'est quand même assez mauvais. Ouais, 15% de baisse, laissez-moi terminer. 15% de baisse avant les résultats sur les 2 semaines précédentes. Paf, les résultats, on se disait peut-être que c'était attendu, une mauvaise nouvelle. Alors on pouvait attendre peut-être en cas de mauvaise nouvelle, donc savant a découvert avant, et puis le jour des résultats, ça peut remonter un peu. Non, là, on a eu finalement des résultats peut-être encore plus mauvais, parce qu'on a reperdu 15% à la baisse à la suite des résultats. Donc 30% de baisse en 5 semaines, c'est quand même assez remarquable. Qu'est-ce que vous en pensez? Marc, peut-être? Oui, alors Arcelor, ça faisait partie de mes regrets, ce qu'on appelle le coup où on a hésité. Pourquoi on a hésité? D'abord, c'est une valeur qui est extrêmement corrélée aux turpitudes du président américain, puisque c'est tout ce qui est matières premières, etc., dès qu'il y a des soucis de guerre commerciale. Donc ça peut prendre, c'est très volatile, ça peut prendre et perdre très rapidement. Donc on était un peu craintif parce que les tensions sont revenues en plein. Ensuite, graphiquement, cette rupture-là de ce qu'on appelle un drapeau de consolidation était effectivement très
un signal technique très fort de vente qu'on a raté. Bon, après, c'est toujours le problème de savoir est-ce qu'on attrape le couteau qui tombe, jusqu'où on va aller. Mais c'est assez intéressant de voir ce qui se passe là sur Arcelor, parce qu'effectivement, fondamentalement, il y a un double défi. Il y a une baisse des cours pour Arcelor et en plus un recul de la consommation en Europe qui fait que forcément la situation de la boîte n'est pas terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis, le cours ne cesse de baisser. Et finalement, il se décorrèle de son secteur, parce que si vous regardez par exemple des boîtes comme Eramé ou Aperam, souvent vous avez, quand moi je regarde les palmarès du soir sur le SRD, vous avez souvent ces valeurs qui vont un petit peu dans le même sens. Vous avez les équipementiers auto et tout, vous avez des valeurs qui sont quand même très proches. Et là, en ce moment, Arcelor baisse régulièrement, même lorsque vous avez des boîtes comme... C'est un peu le cas de toutes les valeurs cycliques depuis... c'est les grandes thématiques cycliques, équipementiers, auto, sidérurgie. Et là, la société subit aussi la baisse des prix de l'acier. Une offre surabondante et les perspectives sont revues à la baisse en permanence. Olivier, vous êtes d'accord ? Oui, c'est certain, on le voit bien sur les indicateurs macro, tout ce qui est industriel est véritablement sous pression. C'est sous pression, il n'y a rien à faire. C'est un peu l'ancien monde peut-être aussi. Maintenant, c'est juste pour les gens qui regardent les graphiques. Là, on voit, c'est des graphiques daily. Je regardais effectivement ArcelorMittal. Oui. Elle a fait un... Bon, elle est en chute libre, on peut appeler ça chute libre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que ça peut s'arrêter. Alors là, c'est juste un petit conseil, je dirais, une expérience. C'est qu'il faut regarder les graphiques en weekly. Aussi. Surtout en weekly, pour voir les grands supports et les grandes résistances. D'accord. C'est beaucoup plus pertinent qu'en daily. Et alors, c'est intéressant, mais il faut être observateur pendant c'est le couteau qui tombe. Mais néanmoins, si on veut être un peu trader, un peu parieur sur un truc, effectivement, je regardais hier soir, sur ArcelorMittal, on va avoir un gros support à 14,50. D'accord. Donc on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, a priori, je regarde, mais je ne shorte pas, parce que je me dis, ça va peut-être arrêter là. Bon, il y a encore beaucoup de volume dans la baisse. Le volume s'est un petit peu tari hier. Est-ce qu'on va arriver sur le support ou est-ce qu'on va carrément casser Jean-Louis ? Tu achèterais aussi Arcelor sur le weekly, tu regardes le weekly ? Enfin, vous regardez, pardonnez-moi. Bah non, aujourd'hui, avec, je sais pas, si Olivier, vous avez un écran 800 par 600, il faut le changer, mais avec des écrans assez larges, on arrive à balayer en... Je taquine un peu. Ah oui, bien sûr, on est là pour ça aussi. On arrive à balayer en jour une période de plusieurs années, donc que ça soit en weekly ou en jour, en effet, on peut aller chercher des périodes extrêmement éloignées. De toute façon, sans aller chercher bien loin, l'idée c'est quoi ? Est-ce qu'il y a... une indication qui nous permettrait d'avoir ce que moi j'appelle un market timing, c'est-à-dire est-ce qu'il est intéressant d'acheter la valeur parce qu'elle va monter rapidement, donc c'est-à-dire on joue le temps, et c'est souvent ce que va rechercher un trader, plutôt que le bon prix pour lequel on n'est vraiment pas certain. Donc le bon prix, ça va être quoi ? Ça va être peut-être une référence par rapport à des prix passés, ça peut être par rapport à une analyse fondamentale. Le problème, c'est que l'analyse fondamentale, c'est plutôt un consensus négatif, au mieux neutre négatif, et au niveau technique, c'est baissier. Donc moi, en aucune manière, je vais m'intéresser à la valeur. Il y a des milliers de valeurs, il ne faut pas s'attacher sentimentalement à certaines, et il ne faut pas non plus essayer d'aller provoquer une situation d'achat sur une valeur dont les probabilités de rebond restent extrêmement faibles, voire très spéculatives, sur un horizon assez long. Oui. Alors là, je vais vous montrer, on va essayer de faire un exercice intéressant, on va essayer. Je vais vous montrer un graphique, et vous allez me dire ce que vous feriez dans cette configuration-là. Alors regardez, il va s'afficher derrière vous. Alors nous avons là une configuration qui s'appelle comment, Marc ? Ça s'appelle comment ça ? Un triangle. Un triangle. Un biseau. Un biseau ici. Pas mieux ? Un triangle. Un triangle, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ? On a une rupture de support. Mais avec une clôture juste dessus, pour essayer de se sauver. Alors une rupture de support, ça veut dire que ça va descendre ? Intraday, on a une rupture de support. Enfin, tel qu'il est dessiné là, ceci étant, il n'est pas exactement précis, il ne prend pas la ligne des plus bas. Alors l'un d'entre vous a fait quelque chose sur ce graphique, qu'il se dénonce maintenant et qu'il se taise à jamais. Est-ce que quelqu'un peut se dénoncer ? Oui, c'est moi qui... Ah, un honnête homme à ma droite. Ouais. Alors on va voir ce qui s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé, Marc ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Rupture du triangle de fort signal de baisse. Alors je sais que j'avais fait un call, je pense, qui s'est très mal passé. Et, on a fait ce qu'on appelle un reverse maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est positionné sur un put. Ouais. Attendez, pour que nos téléspectateurs nous comprennent bien ce que vous êtes en train de dire. Vous aviez d'abord anticipé une hausse, un rebond de l'action Accor sur le support en misant sur un call. Un rebond de l'action Accor. Malheureusement, ça n'a pas été validé par le graphique. On le voit derrière nous. Et donc vous changez d'avis, mais là ça nous emmène sur une autre rubrique, Marc. C'est la rubrique On fait quoi demain? Alors Marc, vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute pour nous pitcher Accor, pour nous pitcher votre scénario d'investissement. Alors on va faire apparaître le chronomètre ici. Attention, top départ. Je vous encourage tous à prendre votre petit panneau, hop, ici, pour indiquer à nos téléspectateurs si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le pitch de Marc. Attention, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Marc, c'est à vous. Alors, mon pitch sera assez exclusivement technique. En fondamental, on n'a pas grand-chose, d'ailleurs ni de positif ni d'ultra négatif, mais techniquement, Accor, c'est très propre pour nous parce que vous avez parlé de la rupture du biseau, du triangle, et puis on est passé sous le support horizontal très fort des 35-70. Je vais rejoindre ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire que là, ça aurait été bien d'avoir un graphique d'un peu plus long terme, parce que là, on voit qu'avant l'entrée dans ce triangle, Accor venait d'une... Voilà, exactement. Donc là, on voit qu'on avait une oblique de résistance très forte en place depuis 1 an, maintenant aujourd'hui, depuis mai 2018 exactement, plus la cassure du support, là, donc ce qu'on a indiqué dans le cercle rouge, qui était un signal de vente très fort pour nous. Et ce type de configuration technique offre un potentiel qui devrait ramener la valeur au mieux, enfin je veux dire au pire, pardon, sur les 32 €, voire même davantage au regard de ce qu'on a comme divers indicateurs. On est à 0, hein, on est à 0 depuis un moment. Alors, navré de vous couper la parole, je suis vraiment navré. Pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez du scénario haussier de Marc? Ah non, baissier. Baissier de Marc, à court terme, pardonnez-moi. Mais vous étiez baissier sur Accor. Non, vous êtes baissier sur Accor, bien sûr. Alors, on a notre petit panneau. Vert, vert, vert. Non, c'est rouge. Ah, c'est rouge, attention, rouge. Parce que si vous regardez le vert, les téléspectateurs voient le rouge. Ah, très bien, parce que je crois que j'avais pourtant... Voilà, rouge, très bien, très bien. Donc, c'est parfait. Donc, nous avons un côté où tout le monde est d'accord et un autre côté où personne n'est d'accord. Alors, je vais donner la parole à Olivier. Bon, alors, déjà, dans le graphique, il y a une chose là que je vois qui me dérange. Enfin, surtout si on regarde du long terme, alors encore plus. Sur l'horaire, ça n'a pas d'importance, mais sur des graphiques qui sont longs, mais là, c'est 4 heures, c'est pas vraiment weekly. Mais il y a quelque chose qui me dérange au point de vue de l'analyse, et que je vois tout le temps, mais je ne comprends pas. Je trouve qu'on ne peut pas faire vraiment d'analyse comme ça, c'est que le graphique est en linéaire, il n'est pas en logarithmique. Et donc ça perturbe, pour moi, ça perturbe totalement la vision et de l'analyse. Alors, tous nos graphiques sont en logarithmique. Hein. Là, il est en logarithmique, là? Oui, il est en logarithmique, 36, 42, 44, 48. Ah, tu passes vert, alors, du coup. Non, je passe pas. Non, je regarde jamais les graphiques. Non, je passe. Bon, bah, c'est réglé. Non, je passe pas vers la deuxième. Comme c'est du 4 heures, ça deuxième argument. Laissons parler Olivier. La deuxième chose, c'est que pourquoi je suis pas très à l'aise avec l'idée de dire je short pas, c'est que on est quasiment à une symétrie de baisse par rapport au premier grand mouvement de baisse. Et donc, on est quasiment au niveau de symétrie. Ouais. Pour moi, c'est un niveau sur lequel il y a des gens qui vont essayer d'arrêter la chute. On n'est pas sur... Oui, d'accord. Donc, je ne suis pas du tout à l'aise de shorter à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont dire je m'arrête. Ceci étant, oui, la tendance est baissière. Si ça remonte vers 36, 35,5, même au mieux 30, même pas 38, puisqu'il y a une oblique. Donc, vers 36, 36,5, là, oui, je serais ravi à la limite de dire je short. Mais je vais contre. Mais pas à ce niveau-là actuel, je ne suis pas à l'aise. Merci. Franck, vous n'achetez pas ce scénario? Non, parce qu'on commence à arriver sur des points bas pour Accor qui fait rien depuis 5 ans. Hein. Ça oscille horizontalement depuis 5 ans et on arrive sur des niveaux bas. Techniquement, ça n'a jamais été très propre Accor. Je pense pas du tout Vous pensez que le signal est pas que ce soit opportun de viser la baisse, même si elle peut avoir lieu. Je pense que c'est juste compliqué et inutilement risqué. Jean-Louis? Non, mais moi je suis d'accord pour être vendeur sur cette valeur. Dans un environnement de marché qui serait hyper haussier, je noterais une divergence, par exemple, entre Accor et le CAC, peut-être que je m'abstiendrais.
Le CAC envoie un message plutôt de neutralité, on va dire, sur le fond. Jouer la baisse me semble intéressant parce que, vous savez, les valeurs qui s'enfoncent, c'est toujours celles qui sont au plus bas. Pour moi, Accor est au plus bas. Des références de prix de 2016, 2015, ça date. Ok, on peut le garder à l'esprit, mais il faut quand même se concentrer sur l'année, les deux années, 3 années, mais à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, moi je ne regarde plus trop les niveaux à ce niveau-là, ça me semble trop lointain. Donc une valeur qui envoie un message très négatif au plus bas alors que le marché est au plus haut, quasiment, hein, il y a un problème. Donc si on me force à faire quelque chose, je vais vendre. J'aurais pas joué, moi je ne joue pas les canaux, d'accord. Je considère que le niveau, si vous voulez, l'importance d'un prix est une constante. Donc moi, c'est toujours des lignes horizontales que je vais travailler. Donc là, sur le graphique que vous avez le gros trait noir qui marque ce support. Donc c'est là-dessous qu'on pouvait vendre. Ou alors, si vous voulez, sur un rebond technique qui aurait peut-être pu former, je ne sais pas, un double top ou quelque chose comme ça. Mais c'est facile après coup parce que au moment où on a fait la hausse, l'environnement était très porteur. Donc, je serais sorti, mais je n'aurais pas shorté. D'accord, d'accord, très bien. Alors maintenant, c'est au tour de Franck. Franck qui va nous parler de Bayer, mais d'abord, je fais une petite introduction parce que Bayer, c'est un gros sujet. Sur Accor, il y a eu un versement, encore il y a eu un versement de dividendes. Versement de dividendes, ouais. Le 10 mai. Ça pousse un peu. Ça fait perdre de 3% à la société. Ça verse des dividendes, ça. Hein. Ouais. Alors, oui, Franck, Bayer. Alors, Bayer, c'est un gros sujet parce que c'est drôle parce que quand on tape Bayer sur Internet, on arrive sur Monsanto. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Alors, on retape Bayer, puis on n'a que des résultats sur Monsanto. Alors, Monsanto, pour nos téléspectateurs, il faut expliquer un peu ce que c'est. C'est le leader des semences agricoles et des herbicides qui a été racheté par Bayer en 2016 pour 66 milliards de dollars. Et maintenant, la capitalisation de l'ensemble est à 55 milliards d'euros. C'est comme si Bayer avait disparu en 3 ans. Alors pourquoi? C'est quand même assez bizarre. Bayer, entreprise pharmaceutique énorme, créée en 1863, inventeur de l'aspirine. Terminé. Alors c'est quand même assez étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Donc Bayer. Alors une minute, pardon. Une minute, c'est parti. Attention. Bayer, 70% du business, c'est la santé. Donc santé pharmaceutique, médicaments sans ordonnance, santé animale, 70% des revenus. 30% c'est Monsanto avec l'agrochimie. Donc il y a 2-3 ans, il y a eu un virage stratégique très important. La société a vendu Covestro pour investir dans Monsanto pour avoir en gros un relais de croissance. Parce que sinon c'est une industrie mature, un peu comme toutes les grosses pharmaceutiques européennes. Donc on était allé chercher la croissance et on l'a payé très cher aux Américains parce que c'est la plus grosse acquisition jamais réalisée par une entreprise allemande aux États-Unis. Ah oui. Et donc ils ont racheté cette société qui depuis a non seulement des problèmes de marge, mais en plus des problèmes des casseroles. Donc en gros, les Américains veulent faire payer les Allemands pour les 12 000 procédures en cours actuellement. Donc, on a vu qu'il y a un couple d'Américains qui a obtenu un jugement favorable. 2 milliards. La modique somme de 2 milliards, 1 milliard chacun, c'est pratique. Oui, parce que aux États-Unis, on dédommage pas, on punit. Hein. En France, vous faites 7 ans de prison sur une erreur judiciaire, on vous donne 700 000 euros. Aux États-Unis, pendant 30 ans, vous mettez du Roundup dans votre jardin et à la fin, on vous donne 1 milliard. Je ne sais pas ce qui est là, mieux, mais sont deux à avoir eu 2 milliards, il y en a 13 000 après qui attendent. Il y a plus de 12 000 procédures en cours. Donc après, on sait très bien qu'il va y avoir un appel. C'est un jugement symbolique. Oui. Il va y avoir un appel, mais Bayer a provisionné 56 millions dans leur compte sur tous les ennuis judiciaires qu'ils pourraient avoir. Manifestement, ils ont clairement sous-estimé le problème. Donc si je comprends bien, vous êtes haussier sur le titre. Non, je plaisante. Vous êtes baissier sur le titre. Oui, en fait, c'est vous avez un business mature, le relais de croissance, vous avez un business. Je suis baissier sur le titre. Alors pour être clair, net et précis, je suis baissier. Je pense qu'il n'y a que des coups à prendre. Je pense que c'est une value trap. Que si un rebond. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, messieurs. Merci Franck, merci. On va peut-être maintenant voter. Est-ce que vous êtes d'accord avec Franck sur sa vision baissière de l'action Bayer? Je vois que tout le monde est d'accord. Hein. C'est un sujet quand même qui fait l'unanimité. Jean-Louis, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Non, écoutez, c'est vrai que
quand on voit le comportement du prix de Bayer très fortement orienté à la baisse sur un plus bas presque historique, et si on le compare à l'évolution du DAX, il y a un problème, il y a un vrai problème. Cette sous-performance est grave et elle est annonciatrice de quelque chose de très négatif. C'est-à-dire que tous les acteurs du marché, les gérants, etc., anticipent un problème à venir pour Bayer. C'est évident. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de cette rubrique On fait quoi demain? On va enchaîner sur Qui a dit? Un petit quiz sur des citations. Merci messieurs. Nous allons maintenant enchaîner avec des questions de culture générale. Nos spécialistes vont essayer de deviner l'auteur de certaines citations. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par la première citation. Souvent, en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent. Souvent, en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent. Monsieur. Warren Buffett? Non, pas Warren Buffett. C'est un Français, né en Russie, en 1885. Attention, attention. Mort en 1957 à Paris. Allez. Il est auteur de 124 pièces de théâtre. Ah, je ne l'ai pas connu. Réalisateur de 36 films. Il a refusé l'Académie française. Car il ne voulait pas abandonner son activité d'acteur, de comédien plutôt. Auteur de Désiré, Quadrille, Mon père avait raison. Je suis au programme de nombreux théâtres parisiens. Je suis Sacha Guitry. Ah, quand même. Merci messieurs, c'était un peu laborieux. Je pensais avoir affaire à des spécialistes quand même. Voilà, culture générale. Alors deuxième question. Deuxième question. Croyez-vous encore qu'une croissance infinie soit possible sur une planète où les ressources sont limitées? Question piège, citation un peu piège. Ce n'est pas forcément un personnage de la finance qui a dit ça. C'est un ancien? C'est une vieille époque, ça? C'est Malthus? Non, on est en 65 à Neuilly. Ah, j'allais dire Warren Buffett. En 65. À Neuilly, oui. Écrivain, critique littéraire. En 65, en 1965. Ah oui, 1965. Écrivain, animateur de télévision. Haroun Tazieff. Non. Oh, l'autre, il est mort en 65. C'est assez inattendu, hein, je vous le dis. Créateur du prix de Flore. Il a reçu le prix interallié pour le roman Windows of the World. Auteur d'un roman français. Mon frère mais c'est quoi cette est un question? homme d'affaires dont on a parlé tout à l'heure. Puis homme politique. Bec BD? Plus sérieux. Ouais, voilà. BD, Mais lequel? Frédéric. Bah merci. oui. Bonne réponse de Marc Daguerre. Non, 1 point. 0, 0, 0. Donc comment ça? Bec BD, il s'appelle bien Bec BD? Ah, Oui, mais Frédéric Bernet, ça pouvait être Charles. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, pose-moi la question à moi, je te l'aurais dit. Je suis d'accord. Alors, troisième citation. Dans une opération, il y a toujours un pigeon. Si vous ne savez pas qui c'est, Ah, ça c'est Buffett. certainement vous. Bravo, bonne réponse. De Jean-Luc Husset. Ça c'est sûr. 2. Alors, autre question, autre citation. Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Trump. Bravo, Ouais. bonne réponse à ma gauche. Déprimant, c'est déprimant. Vous êtes spécialiste de Trump? Ah, ben, Vous êtes d'accord je avec cette déteste. citation? Pas du tout. Alors, autre citation. Donc, nous avons 1 point, 2 points peut-être. Non, 1 point. Olivier, il faut vous réveiller. Attention. Il m'enlève mon point. Ne regardez pas les antisèches. Ah non, je ne regarde pas. Non. N'ayez pas peur d'abandonner le bien pour aller vers le grand. N'ayez pas peur d'abandonner le bien pour aller vers le grand. Je suis considéré comme ayant été l'homme le plus riche de tous les temps. Rothschild. Et non, Crésus. l'autre. Rockefeller. Bonne réponse d'Olivier. En même temps. Dernière question. Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non pas des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. Buffett. Bah, c'est Buffett. Encore une fois, Buffett. Ouais. Victoire sur le fil d'Olivier. Merci beaucoup. Extraordinaire. Bravo. Merci pour cette rubrique. Nous allons passer à la rubrique suivante avec un quiz. Savoir si vous êtes des vrais spécialistes de la bourse. On va savoir ça dans un instant. Je vais demander à Léa de nous rejoindre sur le plateau qui va vous poser des questions.
Messieurs, bonjour. Je vois que l'ambiance a été très bonne jusque-là, mais maintenant, c'est l'heure de la compétition. C'est l'heure du quiz, tu t'y connais vraiment. Donc, vous avez des buzzers. À ma droite, vous serez les boules. À ma gauche, vous serez les bères. On commence avec une question facile. Quels sont les horaires d'ouverture du marché des produits de bourse en France? Ici. Allez-y. 9h. 8h. Action, produit de bourse, ça n'a pas dit dérivé. Ouais, mais ça dépend desquels. Alors, vous n'avez pas laissé énoncer les réponses possibles. En petit 1, vous avez 8h, 18h30. Petit 2, 9h, 17h. Petit 3, 8h, 22h. Attention, c'est 8h, 22h. attention, je précise, plusieurs réponses sont possibles. Bah oui, ça dépend desquels. Alors répète, parce que je ne sais même pas ce que tu as entendu. Parole au Bert, parole C'est au Bert. moi. Ça dépend desquels. Réponse A, réponse C. Oui. Un point pour les Bers. Effectivement, 8h, 18h30 sur la Bourse de Paris, 8h, 22h en connexion directe chez certains courtiers, dont Bourse de Boursorama. Paris, 8h, 18h30. Mais c'est Sur les produits de bourse. Mais c'est quoi les Il y a produits de Euronext. Turbo. Turbo, Varan certificat. Ensuite, question numéro 2. Attention, Euronext, comment c'est 17h35. couvrir une position en action pour un particulier? Petit 1, ce n'est pas possible. Petit 2, en attendant la baisse pour acheter des actions. Petit 3, en achetant des turbo-puts. Parole aux boules. Turbo-put. C'est la bonne réponse. Merci d'attendre l'énonce. Un point. À votre avis, combien d'investisseurs actifs y a-t-il aujourd'hui en France? On attend Olivier. Petit 1, 10 000. Petit 2, 50 000. Petit 3, 400 000. 400 000. 10 000. Et bien, 50 000. vous avez 50 000. tous 400 les 000. deux torts, c'était 50 000. La source, je veux la source. Il n'y était pas les 50 000. Je veux connaître la source de cette information. Actif. La source est une étude Investment Trends, monsieur. Ah, Morel. C'est quoi actif? Alors, C'est quoi si on nous actif? sort des... Actif. Actif, c'est plus de 2 ordres en bourse par mois. Ah. La réponse revient à Marc Daguerre En fait, pour les boules. On est influencé parce qu'on en connaît la moitié, c'est pour ça. Belle pirouette. Mais l'équipe, le point va à votre équipe. Le risque pris sur un turbo ou un futur sur le CAC est-il petit 1 équivalent, petit 2 supérieur pour un turbo, petit 3 supérieur pour un futur? Parole au Bert. Super pour un futur. Très bien, effectivement, on parle des appels de marge et des tailles minimum. Nous, tu l'entendras pas, notre son. Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Parce qu'il a tapé C'est vrai avant. que c'est pas juste. Vous tapez en général tous les deux en même temps, je distribue la De toute parole façon, manière Léa, équitable. elle choisit ce qu'elle a Exactement. décidé de choisir. Hein, faut pas En fait, la réponse est déjà donnée à Monsieur Morel. Ne vous disputez pas, je vous avais On ira prévenu boire que un c'était la verre après. compétition, on va essayer de rester bon enfant. Qu'est-ce qu'un ordre stop and quote? Petit 1, un ordre à court défini. Petit 2, un ordre à l'ouverture des marchés. Ou petit 3, un ordre stop qui s'active sur les ordres d'achat et de vente de l'émetteur selon les cours cotés et non les transactions. Non, c'est à Jean-Louis, je te laisse la... Oh, Je vous Je laisse suis la... arbitré, vous ouais, m'avez... la troisième. paralysé. C'est Allez, pour les boules. Question volatilité. Quelle est la volatilité qu'on utilise pour calculer le prix d'un varan? Petit 1, la volatilité historique sur les 30 derniers jours. Petit 2, la volatilité implicite. Petit 3, la volatilité non tout simplement pas en compte. Implicite. Implicite. On donne l'équipe aux boules. Le point. Quelle est l'évolution du delta par rapport à l'évolution du cours du sous-jacent? Petit 1, le delta accélère pour un varan call lorsque le sous-jacent augmente. Petit 2, le delta reste constant pour un varan call ou put, quelle que soit l'évolution du sous-jacent. Petit 3, le delta accélère pour un varan call lorsque le sous-jacent descend. Ah. Jean-Louis. Première solution. Et vous avez raison. J'ai l'impression que les boules mènent. Attention les bères. Quelle est la lettre grecque qui mesure la convexité du prix d'une option en fonction du cours du sous-jacent? Petit 1, le gamma. Petit 2, le delta. Petit 3, le θ. Gamma. Qui mesure, en fait, le gamma, c'est la sensibilité du delta. Ça mesure, si vous voulez, sa capacité à passer de 1 à 0. Donc, quand le delta tend vers 1, gamma tend vers 0. Et quand le delta tend vers 0, le gamma tend vers 0. Très bien Jean-Louis, vous faites gagner votre équipe. Félicitations, le quiz s'arrête là. Merci messieurs. bravo. Merci beaucoup Léa Jézéquel d'avoir animé ce quiz. Merci à vous tous individuellement. Un grand merci d'avoir participé à cette émission, à ce premier numéro de Touche pas à mon trade. C'était plutôt sympa. Hein. Est-ce que vous avez Très passé sympa. un bon moment? Très sympa. Hein Ouais.
Bon, merci à Jean-Louis, merci à Marc, merci à Franck, merci à Olivier. Mais Jean-Louis, vous étiez en train de trader pendant l'émission? Oui. Oui. J'ai fait 2 petits trades DAX. Mais Deux bon, petits trades DAX, pas plus. Hein. tranquille. Hein. Et dans le taxi, vous faites aussi des petits trades DAX? Non, je suis en scooter là. Aux toilettes aussi, non, partout. C'est extraordinaire. Monsieur Trade en continu. Merci encore et à bientôt pour un prochain numéro de Touche pas à mon trade.